Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Puisqu'on va parler d'un sujet sensible qui est l'immigration. Je vais me faire taper sur les doigts ou me fâcher avec beaucoup de gens à gauche. Et je me fais rire au nez tant par des gens de gauche que par des gens de droite, vous imaginez, hein, soit on va voir des droitards qui vont dire oh là là, le gauchiste repenti, soit on va voir des gens de gauche qui vont dire le rouge-brun, le réactionnaire, le confus. Quand on traite, dès lors qu'on traite un petit peu d'une position un peu hétérodoxe vis-à-vis de la grande masse, des gens, on se fait affubler d'une mauvaise réputation par des gens de tel ou tel camp politique. Vous voyez, c'est la possibilité d'avoir un discours de nuance et de finesse d'esprit sur certains sujets sensibles est compliqué. Et du coup, je vais devoir nécessairement à un moment donné aborder ce sujet qu'est l'immigration. Hein, en tant que personne de gauche, n'en déplaise à ceux qui diraient que toute critique de l'immigration est raciste. Donc Georges Marchais est raciste, Jean Jaurès est raciste, Karl Marx est raciste. Hein. Je vais parler de ces sujets-là. Alors, ce sera assez technique quand j'évoquerai le sujet avec Marx. Hein, il est beaucoup plus axé sur une analyse très économique du sujet. Il en parle un peu dans son concept de surpopulation relative. Mais d'abord, je vous parlerai d'un article de la revue en ligne Gavroche, qui justement parle de façon plus globale de l'histoire du socialisme et de l'immigration. Hein, ensuite, je vous évoquerai quelques passages du Capital, livre 1, sur le sujet de la question migratoire. Moi, ça me fait pas plaisir d'aborder ce sujet-là. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai un positionnement simplement humaniste. Comment dire ? Je ne peux pas supporter une certaine droite réactionnaire qui voudrait jeter tous les migrants à la mer, ou qui voudrait mettre des gens dans des camps, hein, et faire des choses pas forcément très humanistes, c'est ce que je veux dire, ou qui voudrait supprimer les aides sociales, ce qui peut se répercuter au passage autant pour les personnes issues de l'immigration que pour les nationaux. Donc on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller quand certains droitards vont jusque-là. Et sans compter qu'on parle d'être humain, en fait, quand on parle de flux, quand on parle d'immigration, on parle de mondialisation. On parle de mondialisation de flux, parce que la mondialisation, moi je suis un souverainiste, donc, et je suis un communiste, donc je suis contre la libre circulation des biens des marchandises, les biens des personnes, la mise en concurrence des travailleurs, la marchandisation de tous les rapports sociaux qui s'ensuit, l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous voyez, tous les mécanismes du libre-échange et la libre concurrence qui sont liés aux logiques intrinsèques du capital. Hein, moi, je suis communiste. Hein, c'est pour ça que je suis souverainiste, d'ailleurs. Je considère que quand il n'y a plus de frontières, quand un État n'a plus de frontières, n'a plus sa monnaie, n'a plus ses frontières, n'a plus ses propres lois qui suivent des directives comme celle de l'Union européenne, qu'il n'a plus de souveraineté sur des questions diplomatiques, qu'il est inféodé à l'impérialisme otanien, eh ben que la capacité à mettre en place une politique économique et sociale de gauche, une politique économique et sociale communiste, mais même social-démocrate, à minima, est très très fortement entravée, si vous voulez. En tout cas, il n'y a pas de l'Europe sociale, les États-Unis socialistes d'Europe, c'est une arnaque. Hein, lutte ouvrière ou le PCF, quand il vous parle, le PCF quand il vous parle d'Europe sociale, ou lutte ouvrière quand il vous parle d'États-Unis socialistes d'Europe, il vous arnaque, il vous escroque. Hein, la seule chose ce qu'il faut défendre, c'est un Frexit rouge, si vous voulez. Moi, je suis un Frexiteur rouge. Je suis pour le Frexit ouvrier et paysan.
je suis pas pour... l'Europe rouge, ça n'existe pas. Hein. C'est la seule voie vers une révolution rouge communiste, si vous voulez, ou vers une réforme socialiste, si vous voulez, et authentiquement socialiste, c'est le Frexit. Hein. Donc je suis pour le contrôle des frontières. C'est tout à fait facile pour moi de dire ça quand il s'agit des capitaux, des marchandises, des industries. Parce qu'on reste vraiment sur le plan strict de l'économie. Quand il s'agit d'êtres humains, il y a des questions humanitaires, si vous voulez. On parle pas simplement de flux de biens, de capitaux, on parle de flux de personnes. Hein. Donc par ailleurs, du coup, c'est comment dire, c'est des flux de personnes. J'ai vraiment du mal à les mettre sur le même plan, moralement parlant, que des flux de capital et de marchandises, si vous voulez, de capitaux et de marchandises, pardon. Là, on parle, je peux pas considérer des êtres humains comme du bétail. Vous imaginez toute la complexité du sujet migratoire pour moi? Pourtant, il y a des choses à en dire. Il y a des choses à dire sur l'intégration, sur la langue, sur les salaires, sur la concurrence, sur la question de la laïcité, sur la question de la souveraineté frontalière. Il y a plein de sujets sur la sécurité, sur tout ce que vous voulez, sur la ghettoisation. C'est un enjeu complexe. Alors, sur la solidarité de classe. Moi, si vous voulez, je suis très 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 mitigé sur cette question-là. À la base, j'étais dans une position quasiment aux immigrations ouvertes au début. Pas que j'étais pour l'immigration ouverte ou pour l'immigration. D'ailleurs, il faut faire un distinguo entre être pour l'immigration et être pour les immigrés, parce que la position d'une personne de gauche, c'est, en tout cas normalement, si on parle de quelqu'un de sincèrement de gauche et sincèrement humaniste, qui est sincèrement un humaniste de gauche, c'est de dire qu'on n'est pas pour que les gens migrent de chez eux, parce qu'il y a des causes qui les ont poussés. Quand on est pour l'accueil des migrants, c'est pas pour encourager le phénomène migratoire. C'est-à-dire que personne ne va avec son petit baluchon dire « Ouais, c'est super, je change de pays ». Ils ne changent pas de pays comme un hôtel. Il y a les gens qui sont dans la misère, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc il faut prendre en compte la dimension humaine. C'est une contrainte. Personne ne va migrer pour le plaisir. Il faut que certains droitards arrivent à comprendre, s'ils en ont la capacité, qu'il y a des gens qui sont obligés. Mais il faut aussi que certains gauchistes comprennent qu'il y a des questions d'intégration, de respect du pays aussi, de pas mal de questions qui sont de l'ordre aussi de la concurrence entre travailleurs dont profitent les capitalistes, justement. Et donc, ça reste un sujet assez complexe. Hein, moi, je suis là pour apporter des éléments de réflexion, pour titiller un peu les gens. Je ne vais pas vous sortir un programme avec les mesures qu'il faudrait mettre en place sur la question migratoire. Il y a d'autres personnes qui le feraient peut-être mieux que moi pour l'instant. En tout cas, j'ai pas creusé le sujet à fond. Je pense que mon avis peut être perfectible sur la question. J'ai pas, voilà, mais voilà, c'est un sujet qu'il faut aborder, surtout quand on voit la progression des votes des votes une partie des classes populaires en faveur du Rassemblement national. Enfin, moi, je l'appelle le rassemblement néolibéral parce que ils vont mettre en place une politique économique néolibérale et ils vont même pas sortir de l'Union européenne. Donc c'est une arnaque absolue pour leurs propres électeurs. Vous imaginez comment ils veulent financer la police pour ceux qui s'intéressent aux questions de sécurité dans leur électorat? Oui, il y a une partie des classes populaires qui votent RN en raison de la question de la sécurité, de l'immigration, du fait que les trucs à gauche sur les histoires d'intersectionnalité, LGBT, féminisme, queer, compagnie, mélangé avec un antiracisme qui en fait est du communautarisme indigéniste qui est complètement toqué qui est complètement toqué parce que il voit les gens à travers le spectre du blanc et du noir, c'est-à-dire qu'il te voit par rapport à toute couleur de peau, ce qui n'est pas censé être l'antiracisme, ça c'est complètement opposé à l'universalisme, ce pseudo-antiracisme. Bon, c'est aussi lié en partie à la question des migrations, la question de l'identité nationale. Effectivement, quand on est de gauche, on défend une conception universaliste de la nation. Quand on défend la nation, on n'est pas un nanar à la con. Ou un trotskiste qui raconte n'importe quoi, ou un social-démocrate complètement vendu. Mais bon,
Voilà, donc il sera question de traiter ce sujet de l'immigration. Alors, moi, je vais vous lire des documents, hein. Je vais vous lire le blog, l'article de blog, enfin l'article journal en ligne de Gavroche, hein, dont la devise c'est le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. De citation de Jean Jaurès, hein, qui est une très belle citation au passage, et qui correspond quelque part au devoir qui m'incombe, hein. En tant que communiste, si vous voulez, en tant que communiste, on est à la fois on est à la fois dans une vision économique de mise en commun des moyens de production d'échange, une vision qui est la démocratie économique, mais on est dans une mission de vérité, comme Jaurès. Et en l'occurrence, être communiste, c'est une culture de courage, d'abnégation, de souci de l'intérêt général, c'est de sacrifice de soi quelque part, au nom de la vérité, de recherche de la vérité, de la raison, voilà. Il y a un principe d'égalité humaine aussi, et donc de solidarité de classe. Quand on est communiste, il y a toute une culture politique qui est beaucoup plus intelligente et riche que, par ailleurs, la pseudo-gauche qu'on a aujourd'hui qui me traitera de raciste, de réactionnaire, de nationaliste, de rouge-brun, de confus, tout ce que vous voulez. Mais Mélenchon et Sandrine Rousseau, j'en ai pas grand-chose à foutre de leur opinion, en fait, à Mélenchon et Sandrine Rousseau. Moi, des traîtres comme Mélenchon et des bourgeoises comme Sandrine Rousseau, j'en ai pas grand-chose à foutre de leur avis. Moi, je défends la classe ouvrière, pas la bourgeoisie. Soit vous défendez une gauche qui défend les intérêts de la bourgeoisie et qui utilise le lumpen prolétariat comme chien de garde, soit vous défendrez la gauche des travailleurs et la gauche républicaine, la gauche souverainiste, la gauche des travailleurs. Eh bien, il y a un choix qu'il y a à faire entre les deux. La question de la souveraineté frontalière, j'aurais été plus à l'aise de l'aborder sur l'angle du protectionnisme économique qui est nécessaire dans l'optique de la construction du socialisme. Mais on va devoir parler de la question migratoire. Donc, je vais commencer par l'article de Gavroche. C'est un article qui date du 5 août 2024. Qui s'intitule « Comment la gauche devrait parler de l'immigration ». Bien que les législatives récentes aient marqué l'échec du Rassemblement national à accéder au pouvoir, la formation de Marine Le Pen poursuit sa progression en passant de 89 députés à 143. À l'heure actuelle, rien ne semble pouvoir enrayer cette dynamique de progression ni l'ancrage de ce parti au sein des classes populaires. Au fond du problème, la lancinante question de l'immigration s'impose comme la principale raison du succès du Rassemblement national, et de plus en plus apparaît la nécessité pour la gauche de modifier son discours sur le sujet. Peut-elle le faire sans trahir ses principes ? Article du 5 août 2024, du coup, hein, je précise. Donc ça date d'il y a un an. C'est relativement récent. Je recommence. Je continue, pardon. Immigration et socialisme, une histoire d'équilibre. Le mouvement ouvrier portait autrefois une analyse des phénomènes migratoires qui montre toujours une certaine justesse, et avec laquelle il est possible de renouveler aujourd'hui en omettant les mots parfois violents de l'époque. Je répète, le mouvement ouvrier portait autrefois une analyse des phénomènes migratoires qui montre aujourd'hui une certaine justesse, et avec laquelle il est possible de renouveler aujourd'hui en omettant les mots parfois violents de l'époque. Les socialistes d'autrefois faisaient preuve d'une certaine complexité sur la question migratoire. Ils constataient d'un côté les effets économiques négatifs sur les salaires de l'afflux de nouveaux travailleurs et on concluait logiquement la nécessité de contrôler ces flux. Mais ils prenaient soin parallèlement de condamner le chauvinisme et d'en appeler à la solidarité internationale des travailleurs. Ainsi, dans son fameux discours pour un socialiste douanier, 1984, Jean Jaurès exprimait ce point de vue avec des mots qui apparaissent aujourd'hui violents. Nous protestons contre l'invasion des ouvriers étrangers qui viennent travailler au rabais. Je répète les propos de Jaurès. Nous protestons
contre l'invasion des ouvriers étrangers qui viennent travailler au rabais. Fermez les guillemets. Il ajoutait toutefois, ouvrez les guillemets, n'entendons nullement, nous qui sommes internationalisme, éveiller entre les travailleurs manuels des différents pays les animosités d'un chauvinisme jaloux. Non, mais ce que nous ne voulons pas, c'est que le capital international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est la plus avilie, humiliée, dépréciée pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français. Fermez les guillemets. On peut observer cette même logique dans la position de la CGT dans la période d'après-guerre. Dans plusieurs congrès entre 1948 et 1961, le syndicat s'est prononcé en faveur d'un arrêt de l'immigration. Cette position sèche était appuyée par une série d'arguments qui revenaient de façon constante. La CGT considérait que l'objectif du patronat et du gouvernement, en introduisant de la main-d'œuvre étrangère en France, était d'accroître l'armée de réserve industrielle pour entre guillemets, exacerber la concurrence entre ouvriers. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, peser sur les salaires et les conditions de vie de l'ensemble de la classe ouvrière. Fermez les guillemets. Et, ouvrez les guillemets, freiner les revendications des travailleurs. Fermez les guillemets. Cependant, encore une fois, on retrouvait dans le positionnement de la CGT le souci de ne pas éveiller les tensions, de ne pas éveiller de tensions avec les travailleurs étrangers déjà présents en France et de prendre en charge leurs revendications. Ainsi, dans la résolution adoptée au 32e congrès confédéral de juin 1959, la CGT précisait l'opposition à toute nouvelle introduction de main-d'œuvre n'est pas incompatible, bien au contraire. L'opposition à toute nouvelle introduction de main-d'œuvre n'est pas incompatible, bien au contraire, avec la position traditionnelle de la CGT sur l'absolue nécessité de défendre les travailleurs immigrés déjà présents en France. Fermez les guillemets. Donc, ouvrez les guillemets, l'opposition à toute nouvelle introduction de main-d'œuvre n'est pas incompatible, bien au contraire avec la position traditionnelle de la CGT sur l'absolue nécessité de défendre les travailleurs immigrés déjà présents en France. Fermez les guillemets. L'analyse de Marx. L'analyse que fait Marx de l'immigration irlandaise en Angleterre est également intéressante à plus d'un titre. Dans cette lettre adressée à des amis socialistes allemands, 1870, Marx commençait par analyser le contexte géopolitique qui était à cette époque celui de la domination anglaise imposée à l'Irlande et l'étranglement économique des Irlandais que la situation engendrait. Il constatait par la suite l'effet négatif sur la classe ouvrière anglaise de l'afflux des travailleurs irlandais poussés à émigrer par la misère. Ouvrez les guillemets. En raison de la concentration toujours plus grande des exploitations agricoles, l'Irlande fournit sans cesse un excédent de main-d'œuvre au marché du travail anglais, exerce de la sorte une pression sur les salaires dans le sens d'une dégradation des conditions matérielles et intellectuelles de la classe ouvrière anglaise. Ce qui est primordial, c'est que chaque centre industriel et commercial d'Angleterre possède maintenant une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles, les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. Fermez les guillemets. Bien plus que les pressions à la baisse exercées par l'afflux de nouveaux travailleurs, Marx voyait dans l'afflux de travailleurs étrangers un moyen pour les capitalistes d'introduire et d'exploiter un antagonisme dans la classe ouvrière. Ouvrez les guillemets. Cet antagonisme est le secret de l'impuissance de la classe ouvrière anglaise malgré son organisation. C'est le secret du maintien au pouvoir de la classe capitaliste et celle-ci en est parfaitement consciente. Fermez les guillemets. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes économiques à l'œuvre ? Notre système économique est tout à fait différent de celui qui existait à l'époque de Jaurès ou de Marx. Il existe notamment un salaire minimum qui n'existait pas en leur temps. Sauf que dans les courants du travail au noir et au marché, sauf que notre système économique est tout à fait différent de celui de l'époque de Jaurès ou de Marx. Il existe notamment un salaire minimum qui n'existait pas en leur temps. Sauf dans les cas courants du travail au noir et du travail détaché. Les travailleurs immigrés sont payés au même niveau. Les travailleurs immigrés sont payés au même niveau que les nationaux. Mais il existe un mécanisme qui fait que les capitalismes adorent l'immigration. Donc, notre système économique est tout à fait différent de celui qui existait à l'époque de Jaurès ou de Marx. Il existe notamment un salaire minimum
qui n'existaient pas en leur temps, sauf dans les cas courants du travail au noir et du travail détaché. Les travailleurs immigrés sont payés au même niveau que les nationaux. Mais il existe un mécanisme qui fait que les capitalistes adorent l'immigration. Plutôt que de devoir augmenter les salaires et accorder des avantages dans les secteurs où ils ont du mal à embaucher, le patronat préfère faire venir des étrangers qui ne vont pas réclamer de hausse salariale et seront moins regardants sur l'application du droit du travail. L'immigration économique vient en quelque sorte casser le coût normal des négociations de salariés et patronat par une opération de court-circuitage. L'argument de la nécessité d'une forte immigration économique apparaît amer quand le pays connaît déjà un taux de chômage élevé frappant particulièrement les personnes peu diplômées. Pour répondre aux besoins des emplois non pourvus, il semble plus raisonnable de demander des formations pour les chômeurs et une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. L'aspect psychologique. Si le patronat aime l'immigration, cela tient également, voire plus, à des raisons politiques, ce que Marx avait bien noté. En effet, dans les aspects psychologiques de la lutte des classes, l'effet principal de l'immigration est de produire une certaine déstabilisation dans le camp des travailleurs. Outil de division par excellence, une immigration abusive produit un fractionnement dans les classes populaires, ce qui porte atteinte à la construction de son unité et produit une démoralisation. Si l'on analyse platement les intérêts de classe, l'intérêt des classes populaires est qu'il n'y ait pas trop de division au sens sein afin de pouvoir constituer un ensemble solide capable de défendre ses intérêts économiques. Sur cette question donc, défendre efficacement la cause sociale revient à tenir les discours et à pousser les solutions pratiques tendant à calmer le jeu et à effacer les tensions au sein des classes populaires. Ainsi, il faut bien dire qu'une immigration abusive est un facteur de division. Le patronat voit toujours d'un bon œil l'immigration qu'il encourage toujours, voire organise. L'immigration économique est un élément du libre-échange et le patronat pousse ses avantages sur tous les points. C'est donc à la gauche de pousser les avantages des travailleurs sur tous les points. Réduire les flux d'immigration en France serait bon pour tous les travailleurs, français comme étrangers. Les Français et l'immigration. D'après un sondage du Centre d'observation de la société de juillet 2023, d'après un sondage du Centre d'observation de la société de juillet 2023, 82% des Français estiment qu'une lutte vigoureuse contre le racisme est nécessaire. D'après un sondage du Centre d'observation de la société de juillet 2023, 82% des Français estiment qu'une lutte vigoureuse contre le racisme est nécessaire. Or, d'après un sondage CSA de décembre 2023, 80% des Français estiment qu'il ne faut pas accueillir plus de migrants en France. D'après un sondage CSA de décembre 2023, 80% des Français estiment qu'il ne faut pas accueillir plus de migrants en France. Il est à noter que la catégorie CSP- présente un taux légèrement plus élevé que la catégorie CSP+, respectivement 82 à 67%. Fermez la parenthèse. À la lecture de ces deux chiffres, on voit apparaître un espace politique. Si le Rassemblement national est identifié comme le parti le plus opposé à l'immigration, il est également perçu comme fortement entaché de racisme. Si le Rassemblement national est identifié comme le parti le plus opposé à l'immigration, il est également perçu comme fortement entaché de racisme. À raison, en considérant par exemple la dernière campagne des législatives où la formation de Marine Le Pen a aligné de nombreux candidats tenant des propos scandaleux sur les réseaux sociaux. À raison, en considérant par exemple la dernière campagne des législatives où la formation de Marine Le Pen a aligné de nombreux candidats tenant des propos scandaleux sur les réseaux sociaux. Cet état de fait provoque systématiquement une mobilisation forte à son encontre lors des deuxièmes tours des élections. Le vote des classes populaires, qui s'est dirigé majoritairement vers le RN lors des élections récentes, peut, à cette aune, être interprété comme un appel du pied aux partis institutionnels afin de changer leur politique migratoire. Il est
Possible que le RN ne soit pas si ancré que cela. Il est possible que le vote RN ne soit pas si ancré que cela. Pardon. Il est possible que le vote RN ne soit pas si ancré que cela. Les sondages sur les préoccupations des Français montrent également que l'immigration n'est pas leur principale préoccupation. La première préoccupation des classes populaires est d'ordre économique. Toutefois, cela ne veut pas dire que ce n'en est pas une. La question de l'immigration reste très importante et plus pour les ouvriers que pour les autres classes sociales. Cette revendication légitime a été ignorée pendant une période beaucoup trop longue et continue de l'être aujourd'hui, au point de devenir le symbole de l'absence de prise en compte de leurs paroles et de leurs aspirations. Un mouvement de gauche sur ce sujet qui serait un mouvement de la gauche sur ce sujet serait un coup tactique et stratégique formidable, une étape essentielle afin de pouvoir constituer un bloc populaire et de renouer avec la victoire, mais également de porter un coup dur au Rassemblement national en tant que force politique. Un mouvement de la gauche sur ce sujet serait un coup tactique et stratégique formidable, une étape essentielle afin de pouvoir constituer un bloc populaire et renouer avec la victoire, mais également de porter un coup dur au Rassemblement national en tant que force politique. Comment parler de l'immigration ? Les partis de la gauche et du mouvement ouvrier ont toujours été pris dans une complexité sur la question migratoire. D'un côté apparaît la nécessité de réguler les flux migratoires pour des raisons économiques et politiques, de l'autre, ces principes l'obligent à combattre le racisme et à œuvrer à la construction d'une unité politique dans les classes populaires, incluant les travailleurs étrangers et immigrés. Pour ces raisons, la position idéale actuellement serait d'allier une politique de naturalisation des travailleurs étrangers déjà présents sur le territoire à une politique forte de réduction des entrées. La position idéale actuellement serait d'allier une politique de naturalisation des travailleurs étrangers déjà présents sur le territoire à une politique forte de réduction des entrées. Il y a un certain nombre de naturalisations à faire ainsi qu'un certain nombre d'expulsions. Et il n'y a pas de manichéisme à avoir en la matière. Également, les réfugiés politiques ou de guerre doivent être bien accueillis ou bien traités en y mettant les moyens nécessaires. Des mécanismes doivent être mis en place afin de veiller à ce que des pratiques abusives ne se mettent pas en place via le statut de réfugié. Il est tout à fait indispensable pour les représentants de la cause sociale de tenir un discours fin et nuancé sur ces questions et d'éviter toute démagogie, tout grossissement. C'est un chemin de crête qu'il faut emprunter. Le principe général doit être que la critique de l'immigration doit cesser là où la critique des étrangers commence. C'est le phénomène migratoire impersonnel qu'il s'agit de critiquer et non pas les personnes étrangères. Il ne s'agit pas de placer l'immigration comme cause explicative unique à tous les problèmes, comme peuvent le faire certains discours paranoïaques et extrême droitiers. Il ne s'agit pas de faire de l'immigration la question principale et de ne pas faire campagne et de ne faire campagne que sur ce sujet. Il ne s'agit pas de faire de l'immigration la question principale et de ne faire campagne que sur ce sujet. Ce sont les sujets économiques qui doivent être mis en avant. Cependant, il faut pouvoir se prononcer clairement pour une réduction des flux migratoires lorsque la question est évoquée. La distribution des premiers titres de séjour passant aujourd'hui principalement par l'immigration familiale. La question doit pouvoir être soulevée d'une modification. La question doit pouvoir être soulevée d'une modification des règles en matière de regroupement familial. Le système France-Afrique. Le système France-Afrique. Il y a un pacte internationaliste à respecter. La demande des classes populaires françaises de réduire l'immigration n'est pas incompatible avec l'internationalisme, à la condition qu'il soit joint à cette demande une volonté de briser le lien restant. Le système France-Afrique. Il y a un pacte internationaliste à respecter. La demande des classes populaires françaises de réduire l'immigration n'est pas incompatible avec l'internationalisme, à la condition qu'il soit joint à cette demande une volonté de briser le restant des liens néocoloniaux qui forment le système France-Afrique. Bien qu'ayant perdu en influence ces derniers temps, le réseau France-Afrique continue d'exister dans un certain nombre de pays. Il se caractérise par de la corruption politique, des soutiens aux dictatures, par des ventes de matières premières sur les marchés noirs, par des détournements de l'aide au développement.
Le taux de change du franc CFA semble également poser un grand problème de surévaluation. Un franc CFA vaut actuellement 2,23 won coréens, ce qui semble aberrant. La Corée du Sud étant une puissance industrielle de premier rang et les pays d'Afrique francophone se situant dans le bas des classements internationaux. Une monnaie trop chère par rapport à la capacité économique d'un pays conduit à défavoriser les investissements et le développement. Pardon. Une monnaie trop chère par rapport à la capacité économique d'un pays conduit à défavoriser les investissements et le développement au profit de l'épargne, donc des classes les plus fortunées du pays. L'actualité de la France-Afrique est toujours documentée régulièrement par l'association Survie. L'actualité de la France-Afrique est toujours documentée régulièrement par l'association Survie. Au nom du droit à disposer de sa pleine indépendance nationale, les pays dont la pleine souveraineté est entravée par l'action de la France doivent pouvoir disposer de la leur. Le développement et l'amélioration du niveau de vie en Afrique francophone réduirait à long terme la pression migratoire ici. Toutefois, bien que la France puisse aider au développement économique, elle ne dispose pas d'un bouton sur lequel il suffirait d'appuyer pour améliorer la condition des pays concernés. Toutefois, bien que la France puisse aider au développement économique, elle ne dispose pas d'un bouton sur lequel il suffirait d'appuyer pour améliorer la condition économique des pays concernés. Le développement dans ces pays dépend avant tout de leur dynamique interne. Réduire l'immigration, une demande légitime. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. C'est un comportement qui est aujourd'hui observable dans la gauche contemporaine et qui a produit un certain ras-le-bol. Le peuple français a droit à la même dignité et à la même prise en compte de ses aspirations que les autres peuples, ni plus ni moins. L'immigration est une blessure pour les personnes qui y sont acculées. L'émigration est une blessure pour les personnes qui y sont acculées. Mais il faut reconnaître également que l'immigration a un effet déstabilisant sur un pays et particulièrement sur les classes populaires qui le composent. Et la coupure entre ces dernières et la gauche ne pourrait être résorbée tant que ce fait n'est pas reconnu. Les classes populaires ont besoin d'un parti qui propose une réduction de l'immigration sans tenir un discours agressif ou raciste, mais au contraire un discours qui porte un projet positif et affirmant une dimension intégratrice. S'il est nécessaire de réduire les flux migratoires, c'est par la nécessité de digérer les vagues d'immigration récentes et par la volonté d'assurer une stabilité aux classes populaires. Le mouvement social doit avoir pour première revendication de pouvoir vivre et travailler au pays et non pas de défendre une sorte de marché mondial du travail où les travailleurs doivent être mobiles et se plier au gré du marché. Anthony Guélao. Donc c'était un article d'Anthony Guélao. Voilà, alors beaucoup, je pense, traiteraient notre ami Anthony Guélao de fasciste, de nazi, de rouge-brun, de confusionniste, alors qu'il tient un discours socialiste. Alors c'est un discours qu'un social-démocrate de type gaulliste social pourrait tenir et qu'un communiste, marxiste, léniniste pourrait tenir également, ou qu'un communiste jaurésien aussi pourrait tenir également, en fait. Vous prenez Jaurès, vous prenez Marchais, vous prenez tout état de gens qui sont de gauche à l'ancienne. Vous avez un discours beaucoup plus fin, qui n'a rien à voir avec Zemmour et qui n'a rien à voir avec Mélenchon, en fait, qui n'est ni le discours de la New Left, ni le discours de la droite réactionnaire, si vous voulez. Mais là, aujourd'hui, on a une pseudo-gauche qui semble avoir oublié. D'ailleurs, je vais appuyer sur l'article. Dans l'article, vous voyez bien, il est montré, précisément, il vous parle de 2 sondages. 82% des Français estiment qu'une lutte contre le racisme est nécessaire. Et en même temps, on a 80% des Français qui estiment, enfin, selon un autre sondage, évidemment, une différence de sondage, 80% des Français estiment qu'il ne faut pas accueillir plus de migrants en France. Vous avez ces 2 sondages. Ces 2 sondages ont seulement 2% de différence.
grosso merdo, enfin, et sur les 20 à 18% qui restent, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être... les deux sondages doivent se recouper, grosso merdo. Potentiellement. C'est voilà, c'est des sondages qui dépassent plus de 50%. Donc, vous voyez bien qu'il y a des gens, qu'il y a un grand nombre de personnes, dans les personnes qui estiment qu'il faut pas qu'il ne faut pas accueillir plus de migrants, qui sont franchement pour une lutte contre le racisme. Des gens qui sont à la fois contre le racisme et contre l'immigration. Si on se fie à ces fonds de sondage-là. Si on considère que ces deux sondages sont... voilà. Je sais qu'il ne faut peut-être pas tout baser sur les sondages, mais bon. À partir du moment, voilà. Faut essayer d'avoir du chiffre. Qu'est-ce qu'on a on a des propos de Marx. Donc Marx, c'est difficile d'en faire un nationaliste réactionnaire. Voilà, quelqu'un qui fait une analyse matérialiste des conditions de vie de la classe ouvrière et des conditions et du fonctionnement du capitalisme. On pourrait difficilement le taxer de réactionnaire, de capitaliste, de raciste. Il tient quand même le pavé à l'extrême droite en disant que voilà, ceux-ci sont quand même pas forcément le cul très propre. On vous parle du système France-Afrique. Là, vous avez un discours qui essaie d'aborder la question dans sa complexité. On aurait pu aborder la question de la ghettoisation aussi, je pense. Du coup. Mais voilà, on a l'histoire de la CGT. Bon, aujourd'hui, on voit que la situation à gauche n'est pas terrible sur ce côté-là. Il y a un décalage avec la gauche ancienne. Je pense pas qu'on peut accuser la gauche ancienne de grand-chose par rapport à la New Left, si vous voulez. Et vous êtes même notre ami Jean-Jacques. Bon. Je vais pas trop partir sur la gauche Terra Nova qui préfère parler des minorités diverses et variées dans lesquelles elle met autant les femmes, qui sont pas tellement une minorité que ça, que les immigrés, que les homosexuels, que tout ce que vous voulez, et que les préoccupations écologiques et que la jeunesse, bon bref, et qui joue plutôt du communautarisme et du lobby, du clientélisme, du lobbying et du clientélisme que de la lutte des classes, mais bon, comme si le PS c'était la lutte des classes. Le problème c'est que ça s'est déplacé au sein de la gauche radicale avec la France insoumise. Si vous voulez. Bon, c'est pas étonnant que ça ait été porté par des trotskistes à la fois ou des anarchistes, donc, puisque la déviationnisme gauchiste est souvent le pantin de la droite social-démocrate, de la social-démocratie droitière. Voilà, donc on a cette question-là qui est abordée. Et maintenant, on va passer à la question technique. Avec quelques passages de Marx sur son concept de surpopulation relative. Je vais vous lire que quelques morceaux, parce que sinon ça va être trop long. Mais quelques morceaux choisis. Production croissante donc ça fait partie du passage production croissante d'une surpopulation relative et d'une armée industrielle de réserve. Et c'est bien le Capital. Karl Marx, le Capital. Donc, et c'est au chapitre 15, partie 3, du tome 1 du Capital. C'est le tome 1 du Capital, enfin non, pas chapitre 15, j'ai dit une bêtise, chapitre 25, les chiffres romains. Quand on est fatigué et qu'on voit les chiffres romains, on peut faire une erreur. Donc, production croissante d'une surpopulation relative ou d'une armée industrielle de réserve. La demande de travail absolue qu'occasionne un capital est en raison non de la grandeur absolue, mais de celle de sa partie variable qui seule échange contre la force du travail. Qui seule s'échange contre la force de travail. La demande de travail absolu qu'occasionne un capital est en raison non de sa grandeur absolue, mais de celle de sa partie variable qui seule s'échange contre la force de travail. La demande de travail relative qu'occasionne un capital, c'est-à-dire la proportion,
La demande relative qu'occasionne un capital, c'est-à-dire la proportion entre sa propre grandeur et la quantité de travail qu'il absorbe, est déterminée par la grandeur proportionnelle de sa fraction variable. Nous venons de démontrer que l'accumulation qui fait grossir le capital social réduit simultanément la grandeur proportionnelle de sa partie variable et diminue ainsi la demande de travail relative. Maintenant, quel est l'effet de ce mouvement sur le sort de la classe salariée? Pour résoudre ce problème, il est clair qu'il faut d'abord examiner de manière... de- pour résoudre ce problème, il est clair qu'il faut d'abord examiner de quelle manière l'abrandissement subi par la partie variable d'un capital en voie d'accumulation affecte la grandeur absolue de cette partie, et par conséquent de quelle manière une diminution survenue dans la demande de travail relative réagit sur la demande de travail absolu ou effectif. Bon, là, on dit que voilà, qu'effectivement, comme le capital vient du travail humain, bah, on va rentrer dans l'art avec, si vous voulez, la question de la démographie et de la population. Hein, la demande en main-d'œuvre. Oui, parce qu'en fait, c'est quand même plusieurs pages. Ça doit faire plus d'une dizaine de pages avec des trucs voilà, qui sont écrits assez petits. En plus, certains passages sont plus écrits en plus petits que d'autres. Mais bon, on va choisir les passages les plus qui évoquent sur le sujet. Mais quand le travail variable descend à une moyenne d'accroissement inférieure, la même offre de travail, qui était jusque-là normale, devient désormais anormale, surabondante, de sorte qu'une fraction plus ou moins considérable de la classe salariée, ayant cessé d'être nécessaire pour la mise en valeur du capital, a perdu sa raison d'être et est maintenant devenue superflue surnuméraire. Comme ce jeu continue à se répéter avec la marche ascendante de l'accumulation, celle-ci traîne à sa suite une surpopulation croissante. La loi de la décroissance proportionnelle du capital variable et la diminution correspondante dans la demande de travail relative a donc pour corollaire l'accroissement absolu du capital variable et l'augmentation absolue de la demande de travail suivant une proportion décroissante. Et enfin, pour complément, la production d'une surpopulation relative. Nous l'appelons relative parce qu'elle provient non d'un accroissement positif de la population ouvrière qui dépasserait les limites de la richesse en voie d'accumulation, mais au contraire d'un accroissement accéléré du capital social qui lui permet de se passer d'une partie plus ou moins considérable de ses manouvriers. Comme cette surpopulation n'existe que par rapport aux besoins momentanés de l'exploitation capitaliste, comme cette surpopulation n'existe que par rapport aux besoins momentanés de l'exploitation capitaliste, elle peut s'enfler et se resserrer d'une manière subite. En gros, là, on considère que la main-d'œuvre, que le chômage, c'est une bonne manne pour peser sur la classe ouvrière. Une manne de concurrence. Cette surpopulation relative. C'est une réserve de main-d'œuvre qui est prête à se vendre au capital et à exiger des conditions de travail à la baisse, des salaires à la baisse. Ce qui permet aux capitalistes d'économiser de l'argent et de faire du profit. Et donc, ils sont contents qu'il y ait une quantité surnuméraire de population qui soit au chômage, en fait, qui soit armée industrielle de réserve, en fait. Là, j'anticipe un peu, mais bon, je précise, l'armée surnuméraire l'armée de réserve du capital, c'est à la fois plus de gens issus, par exemple, de l'immigration, plus de chômeurs, plus d'immigrés, plus de chômeurs, mais aussi les machines elles-mêmes qui peuvent faire le travail une machine qui fait le travail de 10 ouvriers. Encore faut-il l'entretenir, cette machine, il y a une spécialisation technique, mais c'est encore quelque chose, si vous voulez, qui peut mettre potentiellement des gens à la rue et sur lesquels les travailleurs doivent s'adapter. Donc, vous combinez ces facteurs, l'immigration en fait partie. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit
Donc on va revenir là-dessus, hein, sur l'armée de réserve. Si l'accumulation, le progrès de la richesse sur la base capitaliste produit donc nécessairement une surpopulation ouvrière, celle-ci devient à son tour le levier le plus puissant de l'accumulation, une condition d'existence de la production capitaliste dans son état de développement intégral. Elle forme une armée de réserve industrielle qui appartient au capital d'une manière aussi absolue que s'il l'avait élevé et discipliné à ses propres frais. Elle fournit à ses besoins de valorisation flottant, et indépendant de l'accroissement naturel de la population, la matière humaine toujours exploitable est toujours disponible. La matière humaine toujours exploitable est toujours disponible. Vous voyez comme les capitalistes ils nous voient, hein? Vous voyez comment les capitalistes ils voient les prolos? La matière humaine toujours exploitable est toujours disponible. Ça, c'est l'humanisme libéral, si vous voulez. On est humaniste, on est pour la liberté de circulation et pour la libre exploitation. Et vous allez vous faire les pires travaux d'esclaves pour avoir droit à un morceau de pain. Ou avoir essayé d'espérer une vie humaine. Vous allez vous vendre. Alors, je vais faire un passage qui sera moins politiquement correct quand il parle un peu des Chinois, mais on va essayer de contextualiser. Justement, ça va parler de la question migratoire. Mais il parle des femmes, il parle des Chinois. Il parle du travail des enfants aussi, mais donc ça, vous aurez dû comprendre ce qu'ils vont entendre par là. Le progrès industriel, qui suit la marche de l'accumulation, non seulement réduit de plus en plus le nombre des ouvriers nécessaires pour mettre en œuvre une masse croissante de moyens de production, il augmente en même temps la quantité de travail que l'ouvrier individuel doit fournir. À mesure qu'il développe les pouvoirs productifs du travail et fait donc tirer de plus en plus... À mesure qu'il développe le pouvoir productif du travail et fait donc tirer plus de produits de moins de travail, le système capitaliste développe aussi les moyens de tirer plus de travail du salarié, soit en prolongeant sa journée, soit en rendant son labeur plus intense, ou encore d'augmenter en apparence le nombre de travailleurs employés en remplaçant une force supérieure et plus chère par plusieurs forces inférieures et bon marché. L'homme par la femme, l'adulte par l'adolescent et l'enfant, un Yankee par 3 Chinois, voilà autant de méthodes pour diminuer la demande de travail et en rendre l'offre surabondante. En un mot, pour fabriquer des surnuméraires. L'excès de travail imposé à la fraction de la classe salariée qui se trouve en service actif grossit les rangs de la réserve et en augmente tant la pression que la concurrence de la dernière exerce sur la première, force celle-ci à subir plus docilement les ordres du capital. Alors bon, là, il n'y a pas que le chômage qui fait pression, il y a aussi une personne qui sera issue de l'immigration et qui paiera et qui demandera, qui sera payé à moins cher. On pourrait interpréter comme sexiste le remplacement de l'homme par la femme aujourd'hui, ou raciste le remplacement, la force d'un Yankee pour 3 Chinois. On pourrait aussi le contextualiser autrement. En général, il y a quand même des différences anatomiques entre les hommes et les femmes. Il y a quand même le sexe biologique existe, non déplaise certains gauchistes qui disent le contraire. Et une femme a en moyenne une force physique plus forte qu'un homme. Après, moi, je serais moins fort qu'une bodybuildeuse. Moi, je ne suis pas sportif. Donc il y a des différences individuelles entre des hommes, entre des femmes entre elles, des hommes entre eux. Mais il y a des différences biologiques de base entre les hommes et les femmes qui font que, en moyenne, grosso merdo, l'homme est plutôt avantagé sur le plan de la force physique. Après, après ça ne dit rien de la force intellectuelle ou psychologique d'un individu, homme ou femme. Mais voilà. Quant à la question des Chinois, il y a des gens qui pourraient interpréter ça comme raciste. Je ne pense pas que ça soit du racisme de la part de Karl Marx, même si dans le contexte du 19e siècle, il pourrait y avoir parfois même certains socialistes qui pourraient avoir des propos cringe. Il y a des propos que Marx tient sur les homosexuels, par exemple, qui sont pas forcément très politiquement corrects aujourd'hui, notamment pour insulter en fait ses adversaires politiques, en fait les traiter de choses, de discours qui aujourd'hui seraient pas très politiquement corrects. À l'époque, ça se faisait, et Marx n'hésitait pas à traiter ses adversaires réactionnaires avec des propos qu'on qualifierait aujourd'hui d'homophobes, notamment dans ses lettres.
Mais dans le cas du racisme anti-chinois qu'on pourrait imputer à Marx, si on en a une lecture, si on en a une lecture superficielle, j'imagine qu'une personne issue de l'immigration qui est payée au rabais, si elle est payée au rabais, elle mange moins. Si elle mange moins, elle est moins forte physiquement. Bah oui, physiquement, imaginons que vous soyez payé au rabais, que vous ayez moins de possibilité, par exemple, d'accéder à des nourritures comme la viande, comme, je sais pas, un choix plus varié de légumes, une quantité plus importante de nourriture, enfin voilà, un meilleur logement, même si les ouvriers, on va dire, yankees, n'étaient pas forcément dans des situations très 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 correctes au 19e siècle. Bon, on peut imaginer que ça pouvait être malgré tout pire pour des personnes qui avaient de base pas beaucoup d'économie en arrivant dans le pays, parce que quelqu'un qui immigre, si vous voulez, il apporte pas beaucoup de richesse avec lui. Enfin, on ne transporte pas sa maison sur son toit. Enfin, bon, il y a des immigrations. Je devrais préciser qu'il y a une immigration interne à un pays. Hein, par exemple, au niveau rural, l'exode rural qui existait à l'époque en France, où il y avait des gens qui venaient de la campagne et qui allaient trouver du travail en ville et qui se faisaient exploiter. Et on a ça dans le cas de paysans qui se font chasser de leurs terres. Hein, parce que les capitalistes sont aussi des expropriateurs de petits paysans. C'est comme ça que c'est composé aussi une bonne partie de la classe ouvrière. Qu'est-ce qu'il dit d'autre, notre ami Karl Marx? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont traiter Marx de fasciste pour tout ce que je vais lui faire dire. Enfin, tout ce que il dit lui-même, dont son texte, et que il y aura un chapitre suivant. Ah oui, il y aura le chapitre 27, il y a justement de l'expropriation de la population campagnarde. C'est beau ça, l'expropriation des petits paysans par les capitalistes. Et les capitalistes nous accusent au passage d'être des expropriateurs de paysans. Bon, ils se fichent un peu de notre gueule. C'est comme ça qu'ils se constituaient leur richesse. Bon. Voilà, la question de l'immigration paysanne sera encore autre chose, on verra si ça... je pense que j'en ai un peu parlé dans les petits extraits choisis. Voilà. Alors, passage suivant. Les centres de l'industrie moderne, ateliers automatiques, manufactures, usines, mines, etc., ne cessent d'attirer et de repousser alternativement des travailleurs, mais en général, l'attraction l'emporte à la longue sur la répulsion, de sorte que le nombre des ouvriers exploités y va en augmentant, bien qu'il diminue proportionnellement à l'échelle de la production. Là, la surpopulation existe à l'état flottant. Dans les fabriques automatiques, de même que dans la plupart des grandes manufactures, où les machines ne jouent qu'un rôle auxiliaire à côté de la division moderne du travail, on emploie par masse... Dans les fabriques automatiques, de même que dans la plupart des grandes manufactures où les machines ne jouent qu'un rôle auxiliaire, à côté de la division moderne du travail, on emploie par masse les ouvriers mâles que l'âge jusqu'à les ouvriers mâles que jusqu'à l'âge de leur maturité. Ce terme passé, on en retient un faible contingent et l'on en renvoie régulièrement la majorité. Cet élément de la surpopulation s'accroît à mesure que la grande industrie s'étend. Une partie émigre et ne fait en réalité que suivre l'émigration du capital. Et oui, le capitalisme repose sur des modes de concurrence, sur des stratégies de concurrence, de libre-échange, les contrats courts, hein, on pourrait parler du travail détaché, les employés qui sont licenciés facilement, il y a eu des progrès sociaux, mais malgré tout, les capitalistes jouent de la concurrence au niveau international. Hein, et du travail au noir, du travail détaché. Hein, et puis, ayant leurs copains au pouvoir, ils peuvent très bien défaire ce que les travailleurs ont fait. Hein, ce que la gauche ouvrière, ce que les socialistes, les communistes, ce pourquoi les communistes et les socialistes se sont battus, pourquoi les ouvriers se sont battus, les capitalistes peuvent le défaire. Hein, avec le pouvoir politique, avec la puissance d'argent.
Hein. Alors, bon, la libre circulation des hommes et des marchandises, pour mettre les travailleurs en concurrence, ça existe. Hein. Le travail des enfants, ça existait. Alors, ça existait, ça n'existe plus en France. Ça existe dans d'autres pays. Des pays où on a l'habitude que les enfants travaillent pour un bol de riz. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine mentalité à vendre, à se vendre pour les gens, les prolétaires qui vivent dans ces pays-là, à se vendre pour à bas prix leur force de travail? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Bon, sur la façon dont le capital exploite les travailleurs, je ne vais pas résister. Hein. L'exploitation de la force de travail par le capital est d'ailleurs si intense que le travailleur est déjà usé à la moitié de sa carrière. Quand il atteint l'âge mûr, il doit faire place à une force plus jeune et descendre un échelon de l'échelle sociale heureux s'il ne se trouve pas définitivement relégué parmi les surnuméraires. L'exploitation de la force de travail par le capital est d'ailleurs si intense que le travailleur est déjà usé à la moitié de sa carrière quand il atteint l'âge mûr. Et il doit faire place à une force plus jeune et descendre un échelon de l'échelle sociale heureux s'il ne se retrouve pas relégué parmi les surnuméraires. Donc on a déjà l'exploitation qui existait au XIXe siècle, c'est le travail des enfants. Celle du travail des jeunes peut s'y mettre en avant, hein, l'aliénation au travail, l'exploitation. Certains travaux sont très physiques. Après, on a besoin de travailleurs dans des domaines très physiques qui effectivement usent les hommes, mais avec un système capitaliste dans lesquels il n'y a pas un très bon dans lesquels la bourgeoisie dégrade les services publics, de santé, d'éducation, dégrade les conditions de logement, les salaires, la capacité de se nourrir correctement, les conditions de vie peuvent diminuer, et la santé également. Quant au fait de se retrouver en surnuméraire, hein, ce qui rentre en compte aussi là-dedans, eh bien, ça fait toujours partie des mécanismes du capitalisme, le chômage de masse. Le plein emploi, ça ne s'obtient réellement que dans une société socialiste. À défaut, on peut très bien augmenter l'emploi grâce à des nationalisations massives. Même dans un système capitaliste, on peut avoir une économie mixte, des secteurs stratégiques nationalisés, une planification indicative, mais ça ne résout pas entièrement le problème. Hein. Le problème, c'est de nationaliser l'ensemble des grands moyens de production, de développer des formes coopératives au niveau des petites entreprises, hein, mais à l'échelle à l'échelle globale, pour mettre fin au chômage de masse, il faut mettre fin au capitalisme. Hein. Le meilleur moyen, c'est de mettre fin au capitalisme. Autrement, le capitaliste, tôt ou tard, il paupérise la population, il met des gens au chômage pour les exploiter. Hein. Et pour toujours faire plus de profit sur leur dos. Ah, on va parler des questions rurales. Hein, pour que les districts, l'immigration rurale et l'immigration générale. Alors voilà, Marx va parler de la question de, de l'immigration. Il va aussi parler en détail. Commence par parler de l'immigration rurale. Pour que les districts ruraux deviennent pour les villes une telle source d'immigration, il faut que dans les campagnes elles-mêmes, il y ait une surpopulation latente, dont on ne s'aperçoit pas toute l'étendue, dont on s'aperçoit toute l'étendue qu'au moment exceptionnel où ces canaux de décharge s'ouvrent tout grand. Pause. Alors effectivement, il y a aussi la surpopulation dans les campagnes qui peut aussi diviser les héritages. Vous voyez, la question de la propriété privée au niveau de la terre, au niveau, quand on a plusieurs successeurs, il y a un petit... Enfin, c'est tout le thème, toute la thématique du malthusianisme à la base, c'était de réduire la population non pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons de division de l'héritage. Parce qu'on s'aperçoit vraiment que dans les campagnes, ben, du coup, les héritiers, plus vous avez d'héritiers, plus la quantité de terre disponible, ben, elle diminue. La quantité de terre à exploiter. Donc du coup, vous avez des domaines de plus en plus petits. Voilà. Et donc du coup, ça peut faire partie. Il y a l'expropriation des paysans qui peut se faire, hein, dans certaines conditions. Et il y a les mécanismes même de la propriété privée lucrative, qui sont des mécanismes du capitalisme pour le coup,
là dans le monde agraire qui joue. Hein. C'est... Et puis c'est vrai que c'est assez tôt les expropriations, il y en avait à l'époque féodale, il y en avait en Angleterre avec la question des moutons. Et des paysans exploitaient leur terre pour la laine de mouton. Il y avait déjà une expropriation foncière des paysans. Enfin, pas à l'époque renaissante pour le coup, à l'époque de Thomas More. Mais voilà, bon, vous avez toutes ces questions-là, toute cette histoire-là derrière vous. Et bon, on ne va pas revenir sur la complexité de cette question-là. Donc on reprend. Pour que les districts ruraux deviennent, pour les villes, une telle source d'immigration, il faut que dans les campagnes elles-mêmes, il y ait une surpopulation latente dont on s'aperçoit toute l'étendue jusqu'au moment exceptionnel où ces canaux de décharge s'ouvrent tout grand. L'ouvrier agricole se trouve, par conséquent, réduit au minimum de salaire et à un pied déjà dans la fange du paupérisme. La troisième catégorie de la surpopulation relative... Ah oui, on a déjà évoqué plusieurs. Ouais, j'ai dû louper les passages sur la population. La troisième catégorie de la population relative, la stagnante, appartient bien à l'armée industrielle, active et en même temps l'irrégularité. Mais en même temps, la troisième catégorie de la surpopulation relative, la stagnante, appartient bien à l'armée industrielle, active, mais en même temps l'irrégularité extrême de ces occupations en fait un réservoir inépuisable de forces disponibles. Accoutumé à la misère chronique, à des conditions d'existence, accoutumé à la misère chronique, à des conditions d'existence tout à fait précaires et honnêtes, et à des conditions d'existence tout à fait précaires et honteuses, inférieures au niveau normal de la classe ouvrière, elle devient la large base des branches d'exploitation des branches d'exploitation spéciales, où le temps de travail atteint son maximum et le taux de salaire son minimum. Le travail dit à domicile nous en fournit un exemple affreux. Cette couche de la classe ouvrière se recrute sans cesse parmi les surnuméraires de la grande industrie et l'agriculture, et surtout dans les sphères de production où le métier succombait devant la manufacture, où le métier succombe devant la manufacture. Cette couche de la classe ouvrière se recrute sans cesse parmi les surnuméraires de la grande industrie et de l'agriculture, et surtout dans les sphères de production où le métier succombe devant la manufacture, celle-ci devant l'industrie mécanique. À part les contingents auxiliaires qui vont ainsi grossir ses rangs, elle se reproduit elle-même sur une échelle progressive. Non seulement le chiffre de naissance et des décès y est très élevé, mais les diverses catégories de cette surpopulation à l'état stagnant s'accroissent, mais les diverses catégories de cette surpopulation à l'état stagnant s'accroissent actuellement en raison inverse du montant des salaires qui leur échoient, et par conséquent des subsistances sur lesquelles elles végètent. Voilà, donc il y a ce passage-là. Alors plus loin, Marx ajoute, parce que enfin, le dernier résidu de la population relative habite l'enfer du paupérisme. Abstraction faite des vagabonds, des criminels, des prostituées, des mendiants, et de tout ce monde qu'on appelle les classes dangereuses, cette couche sociale qui se compose de 3 catégories. La première comprend des ouvriers capables de travailler. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les listes statistiques du paupérisme anglais. La première comprend des ouvriers capables de travailler. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les listes statistiques du paupérisme anglais pour s'apercevoir que sa masse, grossissant à chaque crise et dans la phase de stagnation, diminue à chaque reprise des affaires. La seconde catégorie comprend les enfants des pauvres assistés et des orphelins. Ce sont autant de candidats de la réserve industrielle qui, aux époques de haute prospérité, entrent en masse dans le service actif, comme par exemple en 1860. La troisième catégorie, la seconde catégorie comprend les enfants des pauvres assistés et des orphelins. Ce sont autant de candidats de la réserve industrielle qui, aux époques de haute prospérité, entrent en masse dans le service actif, comme par exemple en 1860.
La troisième catégorie embrasse les misérables. D'abord les ouvriers et ouvrières que le développement social a pour ainsi dire démonétisé. D'abord les ouvriers et ouvrières que le développement social a pour ainsi dire démonétisé en supprimant l'œuvre de détail dont la division du travail avait fait leur seule ressource, puis ceux qui par malheur ont dépassé l'âge normal du salarié. Enfin, les victimes directes de l'industrie, malades, estropiés, veuves, etc., dont le nombre s'accroît avec celui des machines dangereuses, des mines, des manufactures chimiques, etc. Le paupérisme est l'autel des invalides, de l'armée active, et le poids mort de sa réserve. Sa production est comprise dans celle de la surpopulation relative, sa nécessité dans la nécessité de celle-ci. Il forme avec elle une condition d'existence de la richesse capitaliste. Il entre dans les faux frais de la production capitaliste, frais dont le capital sait fort bien, d'ailleurs, rejeter la plus grande partie sur les épaules de la classe ouvrière et de la classe moyenne. La réserve industrielle est d'autant plus nombreuse que la richesse sociale, le capital en fonction, l'étendue et l'énergie de son accumulation, partant aussi le nombre absolu de la classe ouvrière et la puissance productive de son travail sont plus considérables. Les mêmes causes qui développent les forces expansives du capital amenant la mise en disponibilité de la force de travail, la réserve industrielle doit augmenter avec les ressorts de la richesse. Mais plus la réserve grossit comparativement à l'armée active du travail, plus grossit aussi la surpopulation consolidée dont la misère est en raison directe du labeur imposé. Mais plus la réserve grossit comparativement à l'armée active du travail, plus grossit aussi la surpopulation consolidée dont la misère est en raison directe du labeur imposé. Plus s'accroît enfin cette couche des lazars de la classe salariée, plus s'accroît aussi le paupérisme officiel. Pause en parenthèse, le Lazare soit renvoie aux miséraux, aux malades, aux gens qui sont vraiment en état de lambeau, aux brûlés, enfin, c'est pour ceux qui ont la référence. Je continue. L'action de cette loi, comme de toutes les autres, est naturellement modifiée par des circonstances particulières. On comprend donc toute la sottise de la sagesse économique qui ne cesse de prêcher aux travailleurs d'accommoder leur nombre aux besoins du capital, comme si le mécanisme du capital ne le réalisait pas continuellement. Cet accord désiré dont le premier mot est « création d'une réserve industrielle » et le dernier « invasion croissante de la misère jusque dans les profondeurs de l'armée active du travail, point mort du paupérisme ». Dans le premier mot est « création » comme si le mécanisme du capitalisme ne le réalisait pas continuellement. Cet accord désiré dont le premier mot est « création » d'une réserve industrielle, et le dernier, invasion croissante de la misère jusque dans les profondeurs de l'armée active du travail, point mort du paupérisme. Voilà, donc je vous ai cité du Marx, je vous ai passé une bonne partie, plusieurs extraits de toute une bonne partie du Capital. N'allons pas dire que mes propos sont réactionnaires et anti-marxistes, puisque je fais parler Marx. J'ai bel et bien lu plusieurs passages du Capital, tome 1 du Capital. Je n'ai pas sorti tout le tome 1, 2, 3, enfin, ça serait très long, et je ne vous ai pas l'entièreté, mais vous saisissez la chose. Marx analyse froidement, on peut dire, quelque part, enfin objectivement plutôt, les mécanismes d'exploitation du capital. On peut s'émouvoir des conditions des personnes issues de l'immigration, et savoir aussi que les capitalistes cherchent à les exploiter. C'est pas compatible. Et Marx n'est pas naïf. Il sait que, d'un point de vue que le capital sera utilisé des variables démographiques pour exploiter les travailleurs, pour les réduire à la misère, qu'ils soient nationaux ou étrangers, c'est pas la question. C'est la façon dont le capital exploite les travailleurs dont il est question. Et le capital, il les fait venir, mais pas par charité. Il est content de l'immigration, pas par charité. Il est pas. Je peux entendre aussi, mais pas par charité. Voilà. Il est content du phénomène migratoire, pas par charité. Il n'ouvre pas ses frontières par charité. En fait, le capital, la bourgeoisie,
pour, euh, pour faire simple, elle est contente d'accueillir de l'immigration pour les exploiter quasiment comme des esclaves, et elle est mécontente de l'immigration parce qu'il faut bien trouver un bouc émissaire quand il y a un problème, si vous voulez. C'est-à-dire que pile je gagne, face tu perds. Super, je vais me faire plein de pognon avec les immigrés. Et super, il y a mon profit, alors qu'on en s'en met plein les fouilles et que la population, elle est miséreuse, on va pouvoir les accuser, eux. Hein, on trouve un bouc émissaire parmi les travailleurs. Alors la vision naïve d'une partie de la gauche, c'est de dire ouais, vive l'immigration, solidarité camarade entre prolétaires français et étrangers. La vision rouge-brune, ce serait tout étranger est notre ennemi, il faut le flinguer pour le socialisme, et il faut remettre les frontières et pas de solidarité de classe avec les prolos des autres pays. La vision droitos, ben, c'est la même, mais sans le côté socialisme et solidarité de classe, mais plutôt avec le côté ouais, les immigrés qui violent nos femmes, criminalité, délinquance. Bon. Il y a un discours qui est un discours de gauche républicaine. Voilà, moi je vais vous le dire, hein, je suis communiste, républicain, souverainiste, hein, citoyen français. Les discours, quand il est question d'exploitation des travailleurs, d'extension des nouveaux marchés, je suis contre. Quand il est question du communautarisme et d'atteinte à la laïcité, je suis contre. Quand il est question de considérer qu'on ne devrait pas être souverain sur notre frontière, notre monnaie, nos lois, notre diplomatie, je suis contre. Quand il est question d'encourager des comportements délictueux, des comportements inciviques, des comportements et dire qu'il faut être contre la police et et qu'on peut être nihiliste sur la question nationale, et sur la question de la citoyenneté ou sur la question de l'insécurité, je suis contre ce genre de discours. Donc voilà, je suis critique d'une bonne partie de la gauche qui a un discours quasiment anarchisant ou d'une social-démocratie néolibérale, comme je les appelle, hein, c'est-à-dire des gens qui, sur le papier, sont sociodémocrates, et tu vois qu'ils sont largement derrière, quand tu grattes, à droite de la social-démocratie sur le plan économique. Parce qu'il faut être progressiste, inclusif, et accepter la mondialisation heureuse et l'Europe néolibérale. Sinon, on est un facho. À ce compte-là, il y a plein de gens qui seraient des fachos et qui sont authentiquement de gauche, en fait. Donc, il faut arrêter de déconner. Voilà. C'est-à-dire que la question migratoire, c'est un sujet complexe. On peut reconnaître par exemple des avantages à la question migratoire. On peut reconnaître que ce sont des travailleurs immigrés qui ont aidé à certaines prospérités de la France. Et du coup, ils ont été exploités par le capital, justement, en même temps. On peut reconnaître qu'il y a une diversité culturelle issue de l'immigration et que le brassage des cultures, ça peut apporter un côté positif, mais on peut aussi être contre le communautarisme et considérer qu'on n'a pas, au nom du communautarisme, à dire qu'on doit avoir des lois spécifiques par rapport à la République. Ou à dire qu'on devrait appliquer un modèle chariatique dans des tribunaux pour des communautés spécifiques. Ce genre de choses, ou carrément, ou même aller plus loin, si vous voulez. Voilà, donc il faut être capable d'avoir un discours fin, nuancé, critique, républicain, communiste, sérieux. Et ça, ce qu'on peut reprocher à la gauche, c'est pas simplement sur l'immigration que je reproche ça, je le reproche sur tout un tas de questions, sur les questions liées aux mœurs, où pour moi liées à la santé, où c'est complètement désastreux, le libéralisme culturel de cette gauche-là. Voilà, c'est sur les questions géopolitiques, où la gauche est complètement... c'est là sur lequel je suis très critique de la gauche sur le plan géopolitique. Je suis contre l'UE, je suis contre l'euro, je suis contre l'OTAN, je suis contre le FMI, l'OMC, je suis contre le franc CFA. Je considère que les pays africains doivent pouvoir se développer. Vous voyez quel horrible rouge-brun je suis, parce que je suis de gauche. Hein. Il y a rouge-brun, j'ai envie de dire un truc. Dans l'absolu, un rouge-brun, ça n'existe pas. Soit on est rouge, soit on est brun. Hein. Et seulement, on a une gauche antinationale qui n'a absolument rien de rouge et qui voit des rouges-bruns là où il y a des gens de gauche authentiques et qui, au final, elle est brune. Elle est libérale brune, si vous voulez. Elle est libérale fasciste quand elle fait ça. Enfin, peut-être sans le vouloir, hein. Peut-être par bêtise, par malhonnêteté, par hypocrisie, j'en sais pas, ou par lâcheté. Mais voilà. Ça fait partie de la question nationale, la question migratoire. Je sais que je vais me prendre bien cher dans la gueule. Mais moi, compte tenu de ce qu'est devenu une bonne partie de la gauche aujourd'hui, je prends le risque, en fait.
Je n'attends rien de la France insoumise. Les fréristes intersectionnels, la France islamiste, la fraude insoumise, la Ligue fasciste islamique même, je pourrais les appeler comme ça, j'attends rien d'eux. J'attends rien d'une gauche qui est contrôlée par les bourgeois de la France insoumise, qui sont des bourgeois du PS, qui sont soit d'anciens trotskars complètement dégénérés, soit des mecs corrompus du PS. Hein, d'ailleurs, dans leur nouveau Front populaire, qui est pas si populaire que ça, ils ont mis Lucie Castet, en disant ouais, elle est lesbienne, c'est une femme. C'est surtout une personne du PS. Vous savez, le parti dont les membres ont fait la loi de travail et compagnie, la loi El Khomri. Hein, Hollande, c'est un bon socialiste. Hein. C'est un bon socialiste. Il fait du socialisme pour les patrons, mais pas pour les pauvres, étrangement. Hein, les prolos, il fait pas du socialisme pour les ouvriers, pour les paysans. Il fait du socialisme, mais que pour les bourgeois. Hein, c'est-à-dire qu'il socialise. Il privatise les bénéfices et il socialise les pertes. Hein, ce genre de socialiste-là, ces socialistes bourgeois, on n'en veut pas. Hein, ce sont des faux socialistes, ce sont des petits bourgeois qui vous trompent, qui trompent les gens. Je sais, ça va être assez... peut-être me faire censurer, me faire critiquer, mais bon, au moins on aura dit des choses intéressantes et apporter des éléments de réflexion. Sur ce, camarades et citoyens, raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons.